my little friend! Bien que vivement critiqué et presque condamné dès sa naissance, Scarface 1983 s'est relevé des décombres pour devenir un monument immortel du cinéma mondial. Le film avait été classé X presque interdit à jamais pour sa violence excessive et n'avait rapporté que des recettes modestes lors de sa sortie. Pourtant, l'image de Tony Montana, le gangster cubain, arrogant, hurlant « Say hello to my little friend », avant de tirer avec son M16 lors de la bataille finale sanglante, est devenu l'un des moments les plus effrayants et marquants de tous les temps. Cependant, cette gloire s'est payée au prix de vérités choquantes. Al Pacino s'est réellement blessé en manipulant les armes et en inhalant de la cocaïne sur le plateau, laissant des séquelles à vie. Saddam Hussein s'est inspiré de Tony Montana pour nommer une société de blanchiment d'argent. Et Michelle Pfeiffer a failli perdre le rôle d'Elvira simplement parce que Pacino estimait qu'elle n'était pas allée à la hauteur. Alors qu'est-ce qui a transformé un film rejeté en icône culturelle pendant plus de 40 ans? Et pourquoi Tony Montana continue-t-il de hanter des millions de spectateurs à travers le monde? Découvrons ensemble 20 vérités terrifiantes sur Scarface dans cette vidéo. Numéro 20. La famille de Saddam Hussein était fan de Scarface. Dans les dossiers secrets post-guerre, une vérité étrange, la famille de Saddam Hussein était fan de Scarface. On raconte qu'après des soirées arrosées, Saddam et ses deux fils, Uday et Qusay, s'asseyaient devant un grand écran dévorant chaque réplique de Tony Montana comme s'ils se voyaient eux-mêmes dans le miroir sanglant d'Hollywood. Cette obsession ne se limitait pas à regarder le film. Une société de blanchiment d'argent de Saddam portait le nom de Montana Management, identique à celle utilisée par Tony Montana pour légaliser son argent de la drogue dans Scarface. Ce n'était pas une blague. Montana Management existait réellement sur le papier à l'international et détenait autrefois d'énormes parts dans le groupe d'édition français Hachette. Cela prouve que Saddam avait transformé la formule Tony Montana en stratégie financière intégrant le langage violent du cinéma américain dans sa machine de pouvoir. Dans la somptueuse villa de Saddam, les copies VHS et DVD de Scarface étaient conservées comme des trésors. La réplique « The world is yours », symbole d'une ambition infinie, serait accrochée quelque part dans la salle de loisirs familiale, reflétant exactement le désir démesuré d'un dictateur rêvant de dominer le Golfe. Et ce n'est pas tout, Uday Hussein, tout aussi brutal que son père, aurait imité le style de Tony Montana, tenue ostentatoire, consommation de cocaïne faite débridée, considérant le sang d'autrui comme de l'alcool à savourer. L'histoire devient encore plus dramatique lorsque les médias américains rapportent que lors d'une perquisition au palais de Saddam, les soldats américains l'ont trouvé absorbé par un film sur un écran plasma géant. La rumeur initiale disait que c'était Pretty Woman, mais en réalité, les enquêteurs s'intéressaient à Scarface, bande et nom de la société écran. Cette coïncidence n'était plus du hasard. Elle révèle une vérité glaçante. Scarface n'est pas seulement un film, mais aussi un manuel de pouvoir pour Saddam Hussein. Et ce n'est pas tout, Scarface est aussi un symbole d'autres secrets sombres et terrifiants. Numéro 19. Al Pacino a failli mourir sur le tournage. Al Pacino est devenu une légende, mais cette lumière ne provient pas de la chance. Elle a été payée en sang, sueur et blessures terrifiantes sur le plateau de Scarface. Souvenez-vous de la scène finale obsédante. Tony Montana se tient au milieu d'une montagne de cocaïne blanche, tenant son M16 hurlant « Say hello to my little friend » avant de tirer frénétiquement. Un moment qui définit tout le film. Mais peu savent que Pacino a réellement payé le prix fort. En plein état d'immersion, il a accidentellement saisi le canon chaud de l'arme, tirant en rafale. Ma main était collée au canon comme si quelqu'un y avait mis de la super glue, se souvient Pacino. Une brûlure au 2e degré a fait cloquer sa peau et l'odeur de chair brûlée a envahi le plateau. Pacino
a failli s'évanouir, obligeant l'équipe à arrêter le tournage pendant 2 semaines, coûtant des dizaines de milliers de dollars supplémentaires. La cicatrice reste sur sa main gauche, témoin éternel du prix à payer pour devenir Tony Montana. Mais l'enfer ne s'est pas arrêté là. Dans une scène de dispute violente, Michelle Pfeiffer, alors âgée de 25 ans, encore inexpérimentée mais très impliquée dans le rôle, a lancé un morceau de verre brisé en direction de Pacino. Le verre tranchant a pénétré son bras, le sang a giclé. Pacino a dû se faire recoudre, laissant une nouvelle cicatrice sur un corps déjà marqué. Pfeiffer tremblait, pleurant de culpabilité. « J'ai fait saigner mon idole ». La scène est devenue un moment obsédant, à l'écran comme dans la vie réelle. La douleur physique n'était pas tout. Pour incarner pleinement Tony Montana Pacino, s'est immergé dans le personnage mémorisant chaque ligne, jouant comme si c'était sa vraie vie. Mais le prix mental était terrible. Inhaler continuellement la poudre de substitution à la cocaïne a érodé ses sinus, laissant des séquelles pour le reste de sa vie. Pourtant, entre blessures sans brûlure et séquelles persistantes, Pacino souriait. Tony Montana est mon rôle préféré, même plus que Michael Corleone dans Le Parrain. La question demeure, ces blessures valaient-elles le prix pour un rôle immortel? Dites-moi ce que vous en pensez. Et rappelez-vous, ce n'est que le début. D'autres secrets de Scarface vont vous glacer le sang. Numéro 18. Robert De Niro a refusé le rôle de Tony Montana. Avant qu'Al Pacino ne devienne le légendaire gangster Tony Montana dans Scarface 1983, le rôle avait été envisagé pour Robert De Niro, l'une des plus grandes stars de Hollywood. De Niro a été invité à auditionner, mais son refus a offert une opportunité en or à Pacino. Ce changement n'a pas seulement modifié le destin du film, mais a également façonné la carrière de Pacino, faisant de lui une icône cinématographique de sa génération. Selon des sources fiables, De Niro et Pacino ont discuté du projet lors d'une soirée à New York. De Niro a encouragé Pacino à accepter « si tu ne le fais pas, je le ferai ». Ces mots étaient à la fois un avertissement et une motivation pour Pacino. Il se souvient « Je voulais faire Tony moi-même, déterminé à rendre le personnage vivant et impitoyable ». Lorsque De Niro se retire, Pacino entre en scène offrant une performance frénétique, intense et inoubliable. Ce choix d'acteur, apparemment simple, est devenu le tournant qui a créé l'icône cinématographique Tony Montana. Grâce au refus de Niro, Scarface est devenu un monument intemporel du genre gangster. Numéro 17. La scène de la scie à tronçonner, inspirée d'un fait réel. Une des scènes les plus obsédantes de Scarface est celle de la scie à tronçonner. Tout n'était pas inventé. Oliver Stone, en écrivant le scénario, avait entendu des policiers de Miami-Dade parler de règlements de comptes sanglants de gangs colombiens. Il racontait que des chefs de gang avaient utilisé des scies à tronçonner pour tuer des victimes, parfois toute leur famille, juste pour faire sensation. Stone a transformé cette histoire horrifiante en scène vivante plongeant le spectateur au cœur de la cruauté. Brian De Palma ne montre pas la lame coupant la chair, mais concentre toute l'horreur dans le son, la lumière et le jeu des acteurs. Cette combinaison permet au public d'imaginer quelque chose de plus atroce que la réalité. La scène est devenue un point de controverse, preuve de l'audace cinématographique où l'art et la réalité se heurtent violemment. Numéro 16. Martin Scorsese ne croyait pas au succès du film. À sa sortie, Scarface a non seulement affronté les critiques, mais a aussi fait craindre les grands noms d'Hollywood. Lors de la première, Martin Scorsese a averti Steven Bauer, qui joue Manny Ribera. « Vous êtes excellent, mais préparez-vous car Hollywood va détester ce film. » Quand Bauer demanda pourquoi Scorsese, répondit « Parce que le film parle d'eux. » Le message de Scarface sur l'ambition aveugle et le prix du rêve américain a touché le cœur de beaucoup dans l'industrie. Tony Montana, croyant que richesse et pouvoir riment avec bonheur, reflète une partie de la réalité hollywoodienne des années 1980, une industrie saturée d'abus de substances et de corruption.
Scorsese, avec son expérience sur les aspects sombres de la société, réalisa que le film n'était pas qu'un divertissement, mais une critique puissante des valeurs dominantes. Bien que fortement critiqué à sa sortie, Scarface a trouvé un public fidèle via les médias domestiques et est devenu une icône prouvant la puissance intemporelle du film. Cela montre aussi que Scorsese s'était complètement trompé. Numéro 15. Une préparation intense pour le rôle. Pour incarner Tony Montana, célèbre gangster cubain de Scarface Al Pacino, entreprit une préparation extrême et presque inimaginable. Il ne choisit pas la voie classique, s'inspirer des vrais mafieux ou des gangsters à l'écran, mais prit un chemin surprenant à prendre de Meryl Streep dans La décision de Sophie, 1982. Dans une interview, Pacino avoua « J'ai été stupéfait par la manière dont Meryl Streep incarnait quelqu'un venant d'un autre pays, d'un autre monde. Elle était courageuse, intense, entièrement dévouée à son personnage. Je savais que pour devenir Tony Montana, je devais m'impliquer de la même façon. Ce n'était pas un hasard. Dans La décision de Sophie Streep, incarne Sophie, une immigrée polonaise marquée par la guerre et des choix déchirants. Sa voix, sa douleur, son passé visible, dans chaque regard, tout montrait à Pacino comment vivre totalement un personnage. Tony Montana nécessitait la même cruauté, la même douleur et la même volonté de survivre. Pacino se mit à s'endurcir comme un boxeur prêt pour un combat mortel. Il apprit l'espagnol avec un coach, perfectionna chaque mot avec l'aide de Steven Bauer en dehors du tournage. Sur le plateau, il interdisait l'anglais pour penser comme un Cubain. Il suivit aussi un entraînement de combat rapproché, apprit à manier le couteau et frapper efficacement, et s'exerça avec la légende de la boxe Roberto Duran. Chaque geste, posture, regard fut affiné pour qu'il devienne un prédateur à l'écran. Le résultat fut parfait, Tony Montana n'était pas seulement un rôle. Pacino était la preuve vivante du prix extrême à payer pour devenir une icône immortelle du cinéma. Numéro 14. Steven Spielberg a dirigé une scène du film. Fait intéressant, alors que Brian De Palma tournait une scène clé, Steven Spielberg fit une apparition inattendue. Non seulement en visite, mais il eut l'occasion rare de réaliser un plan en contre-plongée lorsque les hommes de Sosa escaladent le mur de la villa de Tony Montana. Ce moment bref, mais intense, annonçait la tempête sanglante qui allait éclater dans la villa remplie de cocaïne. Ce qui rend la chose spectaculaire, c'est que Spielberg n'a laissé aucune signature. Il ne reçut aucun salaire et garda le silence pour que tout le mérite revienne à De Palma. Cette anecdote fut révélée des années plus tard, stupéfiant l'industrie. Derrière le chaos de Scarface, il y avait donc aussi la touche discrète de Spielberg. Numéro 13. La bataille pour la censure et les scènes de violence qui ont secoué Hollywood. À sa sortie, le film reçut immédiatement un label Morta, belle mortelle de la MPAA-X, réservé au porno ou à la violence extrême. Avec 226 jurons et des scènes d'exécution obsédantes, Scarface fut jugé porno violent, effrayant les cinémas et les annonceurs. Brian De Palma dut modifier 3 fois le film, mais reçut toujours le X. Furieux, il déclara ne rien couper de plus. Dans un acte audacieux, il diffusa la version originale, que le public croyait introuvable. Il révéla seulement des années plus tard ce que vous avez vu est la version X la plus sanglante. Le point culminant eut lieu le 8 novembre 1983. Universal et De Palma portèrent d'eau l'affaire devant le comité de la MPAA. 20 personnes, critiques et policiers inclus, furent convoqués. Le verdict 17-3 pour De Palma. Scarface passa en R-rated avec une seule coupe le bras scié dans la salle de bain. Tout le reste resta intact, prouvant que le cinéma doit être libre même s'il choque. Les scènes de violence devinrent obsédantes à Sunray Motel Hector the Toad, Attache Angel et Démarre la scie. Les hurlements, le sang éclaboussant Tony, la terreur dans l'air. De Palma ne montre pas la lame, mais le flou rend la scène cauchemardesque. Au Babylon Club, Tony échappe de peu aux balles tandis que le sang et le cerveau volent contre le bar. Omar Suarez, jeté de l'hélicoptère Frank Lopez, abattu au silencieux Toupin, un tableau complet de la cruauté.
Enfin, à la villa de Tony Montana, parmi la cocaïne, il hurle ses répliques cultes tout en tirant au M16 avec grenade. Les corps volent, le sang recouvre les marches de marbre. Tony reçoit des dizaines de balles rugies encore avant de tomber dans la piscine. Au-dessus, The World is Yours scintille comme un épitaphe amer du rêve américain détruit. À sa sortie, Scarface fut critiqué. Pauline Kael le jugea vide. Les Cubains de Miami furent outrés. Mais la VHS lui donna une seconde vie. Des salons américains aux repères de mafia du rap de Notorious B.I.G., aux ambitions de P. Diddy Tony Montana, devint un anti-héros culte. Plus de 40 ans après, Scarface reste un monument, non seulement pour le sang, la violence ou la cocaïne, mais pour l'esprit intrépide d'un réalisateur défiant le système. Brian De Palma a montré que pour toucher le cœur du public, le cinéma doit parfois franchir les limites et se teinter de sang. Cette audace transforma Scarface en un héritage immortel écrit avec le sang, la sueur et un cauchemar nommé Tony Montana. Numéro 12, la disparition mystérieuse de l'actrice. Tammy Lynn Leppert, la blonde aperçue brièvement dans Scarface en bikini bleu au Sunray Motel, était promise à devenir une nouvelle star hollywoodienne. Son enfance avait été marquée par des centaines de concours de beauté pour enfants, et Tammy est entrée dans le cinéma avec une beauté éclatante et une ambition brûlante. Mais l'éclat du grand écran s'est rapidement transformé en cauchemar. Quelques mois seulement après son apparition dans le chef-d'œuvre criminel de Brian De Palma, Tammy a disparu mystérieusement, laissant derrière elle l'une des disparitions les plus effrayantes de l'histoire de Hollywood. Avant sa disparition, Tammy montrait des signes inquiétants, comme si elle était menacée. Ses amis racontent qu'après une fête, elle est revenue avec un regard paniqué, convaincue que quelqu'un voulait sa mort. Elle refusait de manger, craignait d'être empoisonnée et scrutait sans cesse autour d'elle. Sa famille l'a emmenée consulter des médecins, mais tous confirmaient qu'elle était en parfaite santé. Tammy avait été témoin d'une scène de violence extrême dans Scarface, au point de fuir le plateau en panique. Sa famille raconte qu'après cette scène, sa psyché était brisée, elle n'était plus elle-même, confia sa mère. Elle semblait porter un secret qu'elle ne pouvait partager. Le 6 juillet 1983, Tammy quitte la maison avec un petit ami, disant qu'ils allaient à Cocoa Beach pour se détendre. Mais après une dispute, elle est laissée près du bâtiment Glass Bank et n'a plus jamais été revue. Elle portait un haut à fleurs, une jupe en denim bleu et un sac gris. Une image ordinaire, mais c'était la dernière fois qu'on la voyait. Cette tragédie est encore rien comparée aux vérités chocs suivantes. Continuons la découverte. Numéro 11. Le film n'a pas été tourné à Miami. Bien que considéré comme un classique du genre gangster, peu savent que la majeure partie du film n'a pas été tournée à Miami, lieu où se déroule l'histoire. Dès l'annonce du projet en 1982, la communauté cubaine de Miami a violemment protesté, estimant que le film dépeindrait une image négative des Cubains et nuirait au tourisme local. De nombreux leaders communautaires ont organisé des manifestations et critiqué le film, affirmant qu'il renforcerait des stéréotypes erronés sur les Cubains immigrés. Certains allaient même jusqu'à dire que le film nuirait à l'image des Cubains aux États-Unis. Finalement, le comité du tourisme de Miami a refusé le permis de tournage, craignant que les thèmes de drogue et de criminalité ne ternissent l'image de la ville. Ainsi, la production a dû déplacer la majorité du tournage à Los Angeles et dans d'autres lieux en Californie. Seules quelques scènes ont été tournées à Miami, notamment la célèbre scène de la scie à Ocean Drive et une scène à l'hôtel Fontainebleau, Miami Beach. Ces scènes ont été réalisées par une équipe secondaire, tandis que les scènes principales, comme la villa de Tony Montana, ont été filmées à El Furey-10, à Santa Barbara, Californie. Numéro 10. Pacino a d'abord refusé Michelle Pfeiffer pour Elvira. Il est vrai qu'Al Pacino, la star du film, s'opposait initialement à Pfeiffer pour le rôle d'Elvira. Il estimait qu'elle était trop jeune
et inexpérimenté pour jouer l'épouse de Tony Montana et ne correspondait pas à l'image qu'il se faisait du personnage. Il proposa même Glenn Close comme alternative, voulant s'assurer que le rôle serait incarné de manière vivante selon sa vision. Cependant, le producteur Martin Bregman voyait le potentiel de Pfeiffer, une blonde à la fois frappante et séduisante. Bregman défendit son choix et convainquit Brian De Palma de lui donner une chance d'audition. Bien que Pacino ait douté au début, l'audition démontra le talent de Pfeiffer. Du regard à la gestuelle, tout reflétait le mélange de froideur et de fragilité nécessaire pour Elvira. Les premiers jours de tournage furent difficiles. La tension, la pression et l'exigence de Pacino ont fait pleurer Pfeiffer de nombreuses nuits. Un incident mineur sur le plateau blessa même Pacino, mais ce moment lui fit prendre conscience du véritable talent de Pfeiffer et il accepta peu à peu sa présence dans le film. Que pensez-vous du rôle d'Elvira Scarface réserve encore d'autres vérités folles à découvrir. Numéro 9. Michelle Pfeiffer a survécu à la soupe et aux cigarettes. Lors de la projection au Festival du film de Tribeca, célébrant les 35 ans de Scarface, Michelle Pfeiffer a été soudainement interrogée par une question apparemment anodine. « À combien pesiez-vous à l'époque » Pfeiffer a alors révélé la vérité effrayante sur le film. Pour se transformer en Elvira Hancock, la poupée froide, toxicomane et fragile du monde criminel de Tony Montana, Pfeiffer a métamorphosé son corps en un fantôme amaigri, ne vivant que de soupe à la tomate et de cigarettes Marlboro pendant plusieurs mois. Ce n'était plus de l'interprétation, mais un acte d'autodestruction volontaire. Pfeiffer a admis qu'elle voulait que le corps d'Elvira dépérisse jour après jour, afin que le public ressente pleinement l'attrition causée par la cocaïne. Pendant 6 mois de tournage, le corps de la star s'est réduit à un point que ses partenaires compatissaient, essayant à plusieurs reprises de lui offrir un peu de nourriture décente. Mais Pfeiffer a fermement refusé, respectant le rythme de délabrement d'Elvira, comme si elle-même dévalait la pente avec son personnage à l'écran. Les longues journées sur le plateau, ses yeux creusés, ses pommettes saillantes, ses mains tremblantes d'épuisement, tout cela a créé une Elvira incroyablement réelle et douloureuse. On peut dire que Michelle Pfeiffer est une actrice qui a osé placer son corps et son âme sur le fil du rasoir uniquement pour créer un rôle qui restera gravé à jamais dans l'histoire du cinéma. Êtes-vous impressionné par ce rôle? Laissez un commentaire. Maintenant, poursuivons avec un autre fait sur Scarface qui va encore vous surprendre. Numéro 8. Oliver Stone a écrit le scénario en arrêtant la cocaïne. Oliver Stone est un scénariste talentueux avec de nombreuses œuvres remarquables telles que Midnight Express, 1978, qui lui a valu l'Oscar du meilleur scénario adapté. Cependant, tout au long des années 1970 et au début des années 1980, Stone a été confronté à une addiction à la cocaïne. Il a admis dans une interview en 2003 que la cocaïne l'avait vaincu, affectant gravement sa santé et sa carrière créative. Pendant cette période, Stone a été invité à écrire le scénario de Scarface, 1983. Au départ, il n'était pas très intéressé par le sujet, mais après avoir échangé avec le réalisateur Sidney Lumet, il a réalisé le potentiel de l'histoire en déplaçant le contexte de l'Amérique de l'époque de la prohibition à celle de l'ère de la drogue. Cependant, pour mener à bien ce projet, Stone a décidé qu'il devait abandonner la cocaïne. Il a déménagé à Paris, coupé tous les liens avec Los Angeles et commencé une nouvelle vie. C'est là qu'il a écrit le scénario de Scarface, estimant qu'écrire de manière franche serait mieux car la cocaïne détruit les cellules cérébrales et mon style d'écriture devenait superficiel. Stone a tiré de nombreuses expériences de sa propre vie pour construire le personnage de Tony Montana. Il a admis que de nombreuses scènes du film, en particulier celle de l'hôtel, reflétaient presque directement ses propres expériences réelles. Cela a non seulement ajouté de l'authenticité au scénario, mais a également servi de manière pour Stone de se venger de la cocaïne qui lui avait tant pris au cours de sa vie. Numéro 7. John Travolta a failli jouer Manny. John Travolta avait été envisagé pour le rôle de Manny Ribera, le meilleur ami et allié fidèle de Tony Montana.
Cependant, Steven Bauer a été choisi pour ce rôle sans audition grâce à son apparence adaptée et à son talent d'acteur naturel. Steven Bauer, de son vrai nom, Esteban Ernesto Echevarria. Samson est d'origine cubaine et le seul membre principal du casting à avoir des racines cubaines. Bauer avait déjà eu des rôles notables, mais Scarface a marqué un tournant dans sa carrière. Le rôle de Manny Ribera lui a valu une nomination aux Golden Globes dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle. Quant à John Travolta, bien qu'il n'ait pas été choisi pour Manny, il a ensuite connu une carrière cinématographique florissante. Il est célèbre pour ses rôles dans Saturday Night Fever, 1967, Grease, 1968, et Pulp Fiction, 1994. Même sans participer à Scarface, son nom reste associé aux films classiques hollywoodiens. Que pensez-vous de cette décision? Steven Bauer convenait-il pour le rôle de Manny? Partagez votre avis sur le film. Numéro 6. Sidney Lumet était le réalisateur initial. Initialement, Sidney Lumet, réalisateur célèbre pour des films comme Dog Day Afternoon et 12 Angry Men, a été chargé de réaliser Scarface, 1983. Lumet a proposé l'idée de faire de Tony Montana un immigré cubain dans le contexte de la crise du Mariel Boat Lift en 1980, afin de refléter la situation de l'immigration et de la criminalité aux États-Unis. Cependant, après avoir travaillé avec le scénariste Oliver Stone Lumet et le producteur Martin Bregman, ont constaté une différence de vision artistique. Lumet souhaitait créer un film politique critiquant l'administration Reagan sur l'importation de cocaïne, tandis que Bregman voulait une œuvre plus divertissante. Lumet quitta donc le projet et Brian De Palma fut invité à le remplacer. Brian De Palma a apporté un style distinctif à Scarface. Al Pacino, qui interprète Tony Montana, a déclaré « De Palma avait une vision différente, une approche à laquelle je n'avais jamais pensé. Il a donné au film un style clair. Il savait dès le départ ce qu'il voulait faire. » De Palma s'est concentré sur l'exploitation de la brutalité et de l'ambition du personnage, créant une œuvre visuellement et émotionnellement intense. Numéro 5. Scarface 1983 n'est pas l'original. Saviez-vous que Scarface 1983, le chef-d'œuvre criminel sanglant de Brian De Palma, n'était pas la première version, plus d'un demi-siècle plus tôt, en 1932? Howard Hawks et le scénariste Ben Hecht avaient réalisé le premier Scarface, inspiré de la vie du célèbre gangster Al Capone. Ce film en noir et blanc centré sur Tony Camonte a semé les graines d'un monument cinématographique. Al Pacino, après avoir revu par hasard la version de 1932, en fut tellement obsédé qu'il appela immédiatement le producteur Martin Bregman pour relancer l'histoire de manière plus intense et violente. Et ainsi est né Tony Montana. Lorsque Brian De Palma a repris le projet, il a transformé toutes ses idées en un cauchemar cinématographique, tout en héritant de l'esprit de l'original et en créant une légende complètement nouvelle. Mais De Palma n'a pas oublié ses racines. Lorsque le générique final défile, il rend hommage de manière spéciale. This film is dedicated to Howard Hawks and Ben Hecht. C'est un profond respect pour l'œuvre originale. Numéro 4. 20 ans de tentatives de remake mais échec. Scarface est devenu une icône culturelle, mais toutes les tentatives de suite ou de remake au cours des 2 dernières décennies ont échoué. Au début des années 2000, le rappeur cubain Link a tenté de réaliser une suite intitulée Son of Tony, racontant l'histoire du fils de Tony Montana. Le projet a suscité un grand intérêt parmi les fans, mais des problèmes de droit et de contrôle créatif l'ont empêché de voir le jour. Ensuite, plusieurs réalisateurs célèbres comme David Yates, David Ayer et Pablo Larraín ont été approchés pour de nouvelles versions, mais tous ont échoué à cause de problèmes de scénario financier ou de conflits créatifs. Le réalisateur Antoine Fuqua avait presque lancé le projet en production à l'automne 2018 avec une version centrée sur un immigrant mexicain, mais tout a échoué. La dernière version, impliquant Luca Guadagnino et les frères Cohen,
n'a pas pu se concrétiser lorsque Guadagnino s'est officiellement retiré fin 2023. Ces échecs successifs montrent que le poids de Scarface est trop lourd pour qu'un remake ou une suite puisse répondre aux attentes des spectateurs et des producteurs. Pourtant, ces échecs renforcent encore la position immortelle de Scarface. Le film original n'est pas seulement l'histoire de Tony Montana, mais aussi un symbole d'ambition, de violence et du rêve américain déformé. Toute tentative de recréation est éclipsée par l'ombre de la version classique montrant à Hollywood qu'une œuvre devenue monumentale est difficile à reproduire. Numéro 3. Tony Montana, inspiré par une légende du football américain. Un fait peu connu du film est que le nom du personnage principal, Tony Montana, est inspiré d'une source surprenante, Joe Montana, légende du football américain que le scénariste Oliver Stone admire profondément. Stone, fan inconditionnel des San Francisco 49ers, a combiné le nom de Joe Montana avec le prénom Tony, du personnage Tony Camonte dans Scarface de 1932, pour créer le nom du personnage principal. Autre détail intéressant, bien que le film s'appelle Scarface, le personnage de Tony Montana n'est appelé Visage Scar qu'une seule fois dans le film, et c'est dans une scène en espagnol. Dans cette scène, le gangster colombien Hector appelle Tony Cara Cicatriz, ce qui signifie visage cicatricé. Numéro 2. Une scène qui n'était pas dans le script. La scène improvisée entre Al Pacino et Michelle Pfeiffer dans la concession Cadillac est devenue l'une des plus mémorables car elle n'était pas prévue dans le scénario. Alors qu'Elvira Hancock regardait ailleurs Tony Montana, a discrètement mis son chapeau sur sa tête, créant un moment à la fois humoristique et naturel. La réaction surprise et ravie de Pfeiffer est réelle non simulée et elle a continué à jouer son rôle avec fluidité, rendant la scène vivante et crédible. Le réalisateur Brian De Palma a décidé de conserver ce moment dans le film. Il a estimé que c'était une manifestation naturelle de la connexion entre Tony et Elvira, enrichissant leur relation. Cette scène n'était pas dans le script original et illustre comment les moments improvisés peuvent renforcer la valeur émotionnelle d'un film. Numéro 1. Une icône culturelle dans le hip-hop. Saviez-vous qu'à sa sortie, Scarface a été submergé de critiques et que ses recettes suffisaient à peine à couvrir les coûts, mais ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Une fois les lumières éteintes, le film a entamé son deuxième voyage, à travers les cassettes VHS circulant dans les rues. Dans les chambres sombres des ghettos américains, Tony Montana renaît. L'image de l'immigrant cubain passant de rien à baron de la drogue devient une icône underground, un manuel pour ceux qui aspirent au pouvoir dans un monde violent et injuste. Scarface n'est plus un film, mais une flamme secrète brûlant dans la culture populaire. La communauté hip-hop a alimenté cette flamme. Lorsque Scarface s'est infiltré dans le monde du rap, il a été accueilli comme une bible urbaine. Jay-Z, Nas, Notorious, B.I.G., Snoop Dogg, tous se sont reconnus en Tony Montana, un audacieux prêt à tout pour atteindre le sommet. Nas a intitulé son morceau emblématique « The World Is Yours », d'après l'inscription dans le manoir de Tony Future, a lancé sa carrière avec Tony Montana, et Biggie a rappé directement « Never get high on your own supply ». Les répliques de Tony sont devenues un mantra pour toute une génération de rappeurs faisant de Scarface le battement du cœur du hip-hop. Le film s'est ensuite étendu au-delà de la musique, s'ancrant dans tous les coins de la culture. Les posters de Tony Montana remplissent les dortoirs, les t-shirts avec l'image de Pacino se vendent dans la rue, les jeux vidéo comme Grand Theft Auto. Vice City reflète Scarface, et même The Simpsons South Park, ou Breaking Bad parodie, ou rendent hommage au film. La raison profonde pour laquelle Scarface perdure est que Tony Montana est le paradoxe parfait, un méchant devenu super-héros du ghetto. Les personnes de couleur, les immigrants, les jeunes, ayant grandi dans la pauvreté, se reconnaissent en Tony et voient dans son parcours le rêve américain déformé mais réel. Et voilà
nous avons exploré les 20 faits les plus fascinants sur Scarface. Ce n'est pas seulement un film, mais un symbole de cruauté, d'ambition et de rêve américain déformé. Vous êtes-vous déjà demandé ce que Scarface aurait donné si Robert De Niro avait joué Tony, ou si les scènes de violence extrême ont vraiment fait du film un monument du cinéma? Laissez votre avis ci-dessous et discutons-en. Après plus de 40 ans, Scarface conserve toujours sa valeur exceptionnelle. Si vous aimez ces faits fascinants sur Scarface et voulez découvrir encore plus de secrets inédits sur d'autres films classiques, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.